En 1989, Chantal Grel m'avait très aimablement proposé d'introduire le colloque qui était organisé à la Sorbonne et qui portait sur les pratiques et concepts de l'histoire en Europe, 16e, 18e siècle. Les actes de ce colloque ont été publiés l'année suivante aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne. Je vais faire ici la lecture de cette introduction que j'avais intitulée à l'époque « État de la question sur les théories et les pratiques de l'historiographie à l'époque moderne ». Dans le cadre de l'introduction au colloque, il ne pouvait être question de résumer l'immense bibliographie relative à l'historiographie de l'époque moderne. Je me suis donc limité à l'examen d'un seul problème auquel les chercheurs ont apporté au cours du XXe siècle des solutions diverses. Ce problème est celui des liens et des contradictions qui peuvent exister entre les théories et les pratiques de l'historiographie. A priori, et à condition d'accepter que leurs distinctions correspondent à certaines réalités, il n'y a pas lieu d'établir, quelle que soit la tentation, une hiérarchie de valeurs entre ces trois secteurs de l'activité historiographique que sont l'érudition, la littérature historique et la théorie de l'histoire. Cependant, il est nécessaire de s'interroger sur les critères qui ont présidé à l'élaboration de ces catégories et sur les rapports qu'elles entretiennent. Autrement dit, de préciser quelles réponses ont été apportées aux questions suivantes. Le rôle de la théorie se limite-t-il à conceptualiser des pratiques empiriques? Ou, au contraire, en légiférant, trace-t-elle des voies qui servent effectivement de modèle? Enfin, théorie et pratique s'enrichissent-elles d'une manière dialectique au contact l'une de l'autre? En tout état de cause, on peut s'accorder avec Christophe Pomian lorsqu'il souhaite promouvoir, je le cite, une histoire de l'histoire qui aurait placé au centre de ses recherches les interactions entre la connaissance, les idéologies, les exigences de l'écriture, bref, entre les différents aspects et parfois discordants du travail de l'historien. Fin de citation. Pour tenter d'élucider le problème du lien entre la théorie de l'histoire et l'historiographie, il convient de se reporter au débat qui, au début du XXe siècle, opposa Édouard Futter et Benedetto Croce. Quelle était la position de Futter? Dans l'avertissement de sa Geschichte der Neuerer Historiographie, il précise qu'il s'attachera à l'histoire de l'historiographie au sens strict et que, par conséquent, il ne s'occupera dans son livre ni de philosophie d'histoire, ni d'érudition. Je vous montre cet ouvrage en traduction française, la traduction donc publiée chez Félix Alcan en 1914. Voici la page de garde. Je vous en montre également une édition en italien publiée à Naples, celle-ci en 1970 chez Ricciardi. Son positivisme n'admet pas l'existence d'influences réciproques entre la théorie et la pratique. Jusqu'au XVIIIe siècle, en tout cas, l'une et l'autre suivent des voies divergentes. Je le cite.
Avant le temps du rationalisme, la situation était telle que les historiens reconnaissaient en principe les règles de l'école, mais les méconnaissaient dans leurs ouvrages. Fin de citation. Benedetto Croce critiqua en deux temps l'argumentation de Futter. Tout d'abord, il lui reproche de choisir des critères différents pour étudier chacune des époques dont il traite, ce qui entraîne dans sa démarche un manque de cohérence. Ensuite, Futter déclare ne pas aborder les théories historiographiques dans la mesure où, selon lui, elles n'auraient pas exercé d'influence effective sur la pratique des historiens. Au contraire, pour Croce, et en vertu du principe de l'unité de la pensée, histoire et théorie d'histoire sont forcément liées. Comment les historiens, je le cite, pourraient-ils discuter ou se faire critiquer s'ils ne pouvaient se référer à un concept de ce que doit être l'histoire, à une théorie de l'histoire? Fin de citation. Et Croce de résumer son propos en une phrase lapidaire, je le cite, « L'histoire de l'historiographie est donc celle de la pensée historique. Il est impossible d'y séparer la théorie de l'histoire et l'histoire. » Fin de citation. Je vous montre maintenant ce fameux ouvrage qui s'appelle Theoria Historia della Storiografia, publié dans l'édition que j'ai devant les yeux ici chez La Terza. Il en existe une édition en français, parue chez Droz, Théorie et histoire de l'historiographie. Enfin, si Croce reproche à Futter d'avoir exclu de son livre la philosophie de l'histoire, il reste logique dans son raisonnement lorsqu'il s'oppose en même temps à Flynn qui, en 1893, avec son Historical Philosophy in France, in French Belgium and Switzerland, prenait le contre-pied de Futter en prétendant rejeter les historiens de sa synthèse. Flynn n'y respectait d'ailleurs pas et ne pouvait pas respecter son propre postulat. Le point de vue de Croce est toujours défendu en Allemagne par un philosophe de l'histoire des plus influents. De fait, pour Russen, la théorie de l'histoire historique est en étroite relation avec sa pratique et ne constitue rien de moins que l'élaboration de l'autoréflexion continuelle du sujet connaissant. Je le citais bien entendu ici en traduction. Ceci est tiré, donc ma traduction vient de l'ouvrage de Russen qui s'intitule Historische Vernunft, Grundzüge einer Historik, Tom 1, die Grundlagen der Geschichtswissenschaft, publié à Göttingen en 1983. La relation de cette joute entre Futter et Croce permet de mieux situer les enjeux des recherches de la seconde moitié du XXe siècle. Futter expliquait le déclin de l'historiographie humaniste par le dédain des intellectuels du XVIIe pour les formes artistiques de la littérature naissante et leur intérêt simultané pour les sciences et la philosophie. Le thème de l'éclatement du savoir est également mis en évidence par Lucien Braun. Le voici. Donc c'est un ouvrage publié chez Vrin, sauf erreur de... Non, chez Offris, à Paris, en 1973. Ce dernier observe, donc Braun, chez les historiens de la philosophie du début du XVIIe siècle, une rupture nette entre la philosophie et l'érudition, je le cite, à partir de la redéfinition de la philosophie par Descartes. Fin de citation. Kelly formule la même remarque et d'ajouter que,
je le traduis ici de l'anglais, d'une manière générale, l'âge du baroque fut une époque d'excès idéologique et de médiocrité historiographique et manifestement les deux facteurs ne sont pas sans relation. Fin de citation. En cela, Kelly adhère à l'opinion couramment admise selon laquelle le XVIIe siècle aurait constitué un cadre peu favorable pour l'étude de l'histoire, coincée qu'elle était entre la méfiance baconienne et le doute cartésien. Pour lui, les progrès dans l'intelligence du passé vinrent davantage d'érudits que d'historiens et des philosophes. Je montre l'ouvrage de Donald Kelly, Foundation of Modern Historical Scholarship, donc fondation de l'érudition historique moderne, Language, Law and History in the French Renaissance. Donc je crois que tout le monde comprend langage, loi, donc le droit même et histoire dans la Renaissance en France. Quant à Blandine Barré-Krigel, elle pousse le raisonnement jusque dans ses ultimes conséquences. En France, l'érudition des XVIe et XVIIe siècles, en lui donnant des arguments fondés sur la critique des sources, permit le surgissement de la philosophie des Lumières. Et c'est son rejet par cette dernière qui compromit gravement et pour longtemps la recherche historique tant du point de vue de l'étude de la Bible qu'en ce qui concerne celle des origines de la pensée politique et du droit moderne. Voici l'ouvrage de Blandine Barré-Krigel, donc paru aux Presses universitaires de France, La défaite de l'érudition. Les thèses défendues par les chercheurs dépendent de la position qu'ils occupent à un moment donné dans le champ des savoirs. Kelly envisage l'histoire de l'historiographie en érudit. Tout autre est la position de Collingwood qui résonne en philosophe. En 1946, il introduit le concept d'historiographie cartésienne. Certes, pour Collingwood, l'école cartésienne de philosophie fut effectivement anti-historique, mais paradoxalement et en même temps, les historiens furent stimulés par la méthode de Descartes. Pour les adeptes de l'historiographie cartésienne, le témoignage des autorités écrites ne pouvait être retenu qu'après avoir été soumis à un processus d'évaluation critique comprenant 3 étapes. Premièrement, aucune autorité ne doit induire l'historien à croire ce qu'il sait pertinemment ne pas s'être passé. Deuxièmement, les différentes sources doivent être confrontées les unes avec les autres. Et troisièmement, les sources écrites doivent être vérifiées par des preuves non littéraires. En 1977, Hersch a reconsidéré les 2 termes de la thèse de Collingwood. Analysant plusieurs traités théoriques sur l'histoire, il explique d'abord que le désir des historiens d'appliquer une rigueur épistémologique à la narration fut mitigé. Il montre ensuite qu'au XVIIe siècle, des philosophes se sont occupés d'histoire et qu'inversement, des historiens philosophèrent, ce qui rend caduque l'apparent paradoxe de Collingwood. Un autre problème philosophique a occupé les historiens de l'historiographie, celui du pyrrhonisme historique. Défendu au XVIe siècle par des penseurs comme Cornelius Agrippa et Patrizzi, il engendra par réaction, et pour la première fois, une méthodologie relative à la critique historique. Successivement, des juristes comme François Baudouin et Jean Bodin
élaborèrent un ensemble de principes qui leur permit de distinguer les sources de la littérature historiographique ultérieure, mais aussi de rendre compte d'une critique interne valable pour les histoires narratives. Telle est du moins la thèse défendue par Franklin. Alors, je vous montre son ouvrage. Donc, il s'agit de Jean Bodin et la révolution du XVIe siècle dans le domaine de la méthodologie du droit et de l'histoire, publié chez Greenwood. Contrairement aux affirmations rapides de Paul Hazard, je vais y revenir, le pyrrhonisme, selon Carlo Borghero, ne fut pas toujours opposé à la connaissance historique. Je vous montre l'ouvrage de Carlo Borghero, intitulé La certitude et l'histoire, cartésianisme, pyrrhonisme et connaissance historique, publié chez Angeli en 1983. Donc, la certezza e la storia. Donc, selon Borghero, ne fut pas toujours opposé à la connaissance historique. De fait, Paul Hazard, dans la crise de la conscience européenne, un ouvrage célèbre, qui couvre la période 1680-1715, je vous montre ici une édition Fayard. Donc, de fait, Paul Hazard expliquait qu'au XVIIe siècle, celle-ci, donc la connaissance historique, avait dû faire face aux assauts conjugués du cartésianisme, du libertinisme et du jansénisme qui niaient sa possibilité et son utilité. À la suite d'une révision systématique des écrits de penseurs comme Lamotte-Levaillé, Huet, Locke ou Leclerc, Borghero nuance le propos du maître parisien en prouvant que les philosophes parviendront finalement à donner un statut scientifique à l'histoire. Arnaud croira à la possibilité d'une position intermédiaire entre l'acceptation dogmatique de tous les témoignages et le refus pyrrhonien de leur fiabilité. Mais c'est à Pierre Bayle qu'il appartiendra, à l'aube des Lumières, de tracer une voie nouvelle. Face aux cartésiens, il affirmera la supériorité de recherche historique sur la soi-disant certitude absolue des mathématiques. Les mondes des historiens et des érudits furent-ils cloisonnés au point qu'aucun contact n'existât entre eux? Ce débat qui a abouti à la publication de plusieurs travaux mérite toute notre attention. Pour Cotroneo, c'est à partir de la fin du XVe siècle la situation politique de l'Italie, lorsque l'essentiel des libertés disparut, qui explique que l'étude du passé perdut son enjeu politique et juridique. Et logiquement, un renouveau de la méthodologie historique se produisit en France lors des guerres de religion, alors que ce pays connaissait justement des bouleversements politiques. Je vous montre l'ouvrage de Girolamo Cotroneo, publié aux éditions scientifiques italiennes, Edizioni Scientifiche Italiane. Voilà, donc cet ouvrage s'intitule Jean Bodin, théoricien d'histoire, donc Teorico della Storia. C'est précisément l'objet du livre de George Huppert que de montrer ce renouveau. Il y introduit la notion d'histoire parfaite, qui donne son titre à l'ouvrage pour
caractérisé l'idéal auquel tendait, dans la seconde moitié du XVIe siècle, un groupe d'historiens français. Étienne Pasquier, Jean Baudin, François Baudouin, Henri de la Popinière et d'autres. Voici l'ouvrage de George Hupper, publié en traduction française chez Flammarion, donc en anglais c'est The Idea of Perfect History. Certains auteurs tiennent pour définitive cette assertion au point de proposer, comme Charles-Olivier Carbonel, le concept inverse d'histoire imparfaite ou baroque pour le XVIIe siècle. Quant à Arlette Johanna, elle a pris une voie divergente en nuançant la thèse de Huppert. L'historien américain a, selon elle, manifestement exagéré les traits originaux de ceux qu'il appelle les nouveaux historiens. De plus, le puissant éclairage qu'il projette sur le XVIIe siècle engendre des effets pervers. Huppert croit observer au siècle suivant une chute de l'élan novateur qui, dans sa logique, devient incompréhensible. Au contraire, existe encore, aux yeux d'Arlette Johanna, des comportements du XVIe siècle qui contredisent parfois, chez les historiens, leur désir affirmé de rendre leur méthode rationnelle. Poursuivant dans la même direction, Phyllis Leffler trouve injuste la sentence que prononce George Hupper contre le XVIIe siècle français, période pendant laquelle se consommerait la rupture entre l'histoire générale et l'érudition. Je vous montre la thèse de Phyllis Leffler, qui date de 1971 et qui a été défendue devant l'Université d'État d'Ohio aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une dissertation photocopiée et que par conséquent, vous ne pourrez pas vraiment la voir. Je vous montre en tout cas le dos de cet ouvrage, de cette thèse, qui a plus de 400 pages. Je reprends. Donc, pour Phyllis Leffler, entre 1670 et 1713, la philosophie d'histoire changerait de façon significative. Au point de départ, la fonction de l'histoire était avant tout pédagogique. Une œuvre historique se jugeait autant par ses qualités littéraires que morales. 50 ans plus tard, le paysage intellectuel a complètement changé. Un livre d'histoire est un tableau de la vie humaine et de la civilisation, où la croyance dans les vérités éternelles se conjugue avec la théorie de la diversité des cultures. C'est donc dans le dernier tiers du XVIIe siècle, et non pas au cœur du siècle des Lumières, que s'effectue le tournant capital de l'historiographie. À la notion d'histoire parfaite dont se servait George Hupper pour définir l'historiographie de la seconde moitié du XVIe siècle, Phyllis Leffler substitue celle d'histoire raisonnée pour la période qu'elle étudie. Ce genre est défini comme une forme d'écriture dans laquelle les auteurs tentent de fondre harmonieusement l'érudition, le commentaire moral et les qualités littéraires. Dès 1950, Arnaldo Momigliano empruntait cette voie lorsqu'il affinait les catégories intellectuelles s'intéressant au passé. Cet article, publié en anglais en 1950, se retrouve dans le recueil traduit en français du même auteur, publié chez Gallimard en 1983, Problèmes d'historiographie ancienne et moderne, publié donc dans la Bibliothèque des Histoires.
Donc dès 1950, Momigliano empruntait cette voie lorsqu'il affinait les catégories d'intellectuels s'intéressant au passé. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, les historiens visaient souvent les mêmes objectifs que les antiquaires, à savoir l'établissement des faits. La fracture ne se situe donc pas entre les historiens érudits et les amateurs d'antiquité, qui, vus sous cet angle, appartiennent au même groupe, mais bien entre ce groupe et les historiens philosophes, qui, eux, interprétaient le passé et critiquaient, de ce fait, l'érudition cultivée pour elle-même. Certains lieux communs ont la vie dure. Sans être étayés par de solides démonstrations, ils se perpétuent dans les travaux et les synthèses. Ainsi, du prétendu mépris des historiens au XVIIe siècle pour les érudits de leur temps, cliché que l'on rencontre par exemple chez Georges Lefebvre. Donc il s'agit en fait de la publication d'un cours donné en Sorbonne et publié dans la Nouvelle Bibliothèque scientifique dirigée par Fernand Braudel, donc paru chez Flammarion, la naissance de l'historiographie moderne. Après avoir examiné attentivement les auteurs cités dans les histoires générales de la France, Michel Tivard a pu dénoncer ce topos. Si effectivement, conclut-il, les historiens français du XVIIe siècle abandonnent certaines sources, il n'en demeure pas moins qu'à côté de plus anciennes, ils en ont aussi utilisé de nouvelles. Par conséquent, on aurait exagérément forcé les contrastes d'une scène où historiens érudits se tourneraient le dos. Pour éclairer les choses d'une lumière nouvelle, il suffit parfois d'inverser les termes de la comparaison. Étudier les relations entre historiens érudits à l'âge classique nécessitait une double démarche. Revaloriser le labeur des premiers en lui donnant sa juste place, mais aussi souligner les efforts littéraires des seconds. C'est la tâche à laquelle s'est attachée Françoise Vaquet. Dans une optique parallèle à celle de Michel Tivard, elle a mis en doute l'affirmation selon laquelle, je la cite, « Un divorce se serait opéré au XVIIe siècle entre une histoire devenue littéraire et une érudition qui, par conséquent, ne le serait pas. » Fin de citation. En majorité, les érudits ne dédaignèrent pas, dans leurs travaux, les préoccupations stylistiques. Mais à la différence des éloquents, ils les subordonnaient à l'établissement et à l'exposé précis des faits. Le livre de George Huppert, auquel on se réfère si souvent depuis 1970, ne constitue en fait que le pendant d'un ouvrage plus ancien et peut-être plus important de Smith-Fusner relatif à l'Angleterre. Je vous le montre. Donc, la révolution historique, écriture et pensée, attendez, oui, c'est ça. Écriture et pensée, décidément, ça ne va pas. Non, plutôt, écrire et penser l'histoire en anglais de 1520 à 1640, excusez-moi, c'est en anglais, donc The Historical Revolution, publié chez Greenwood Press. Voilà. Pour que la révolution historiographique qu'il décrit puisse s'accomplir, il avait fallu que 4 conditions fussent réunies. Un progrès substantiel des études philologiques et un accès plus aisé aux archives publiques. À l'échelle internationale, un échange des informations entre les érudits. Enfin, la reconnaissance par les antiquaires et les historiens de la théorie du progrès.
Cette révolution achevée et il n'y eut plus, selon Smith-Fusner, de réorientation de l'érudition historique, car après 1660, il ne paraissait plus nécessaire de réformer la théorie et la pratique de l'histoire. Dès lors, les continuités dans la manière de concevoir l'histoire l'emportèrent sur les ruptures. Smith-Fusner a eu le mérite de poser le problème du lien entre l'historiographie et la science au XVIIe siècle. En 1965, Cypher a développé cette idée en établissant, à partir de l'examen des cas de Bacon et de la Pépinière, un parallèle entre les révolutions scientifiques et historiographiques de la fin de la Renaissance. Au terme de son enquête, Cypher marque son accord avec Smith-Fusner qui définissait les grands caractères des modèles de pensée à cette époque. Tant chez les historiens que chez les scientifiques, on rejette alors le principe d'autorité, on rationalise l'utilité, considérée comme la mesure de la civilisation, on fait appel à l'expérience et on promeut la méthode quantitative. Mais c'est à Christophe Pomian qu'il appartient d'avoir généralisé l'hypothèse d'un mouvement parallèle, dans le temps, de l'historiographie et de la science. Pour l'historien et philosophe polonais, comme pour Capobianco, Capola et D'Agostino, se produit au XVIe et XVIIe siècle une rupture épistémologique lors du passage à la fois pour l'historiographie et la science d'une connaissance immédiate à une connaissance médiate des choses. C'est alors que les instruments d'observation des scientifiques trouveraient un équivalent dans les instruments de travail des historiens et dans l'essor des sciences auxiliaires. Je vous montre donc l'ouvrage de Capobianco, Capola et D'Agostino, Physique et histoire de parcours parallèles, donc Physica e Storia due percorsi paralleli, Epistemologia e Didattica, publié chez Guida. Mais en même temps, toujours selon Christophe Pomian, je le cite, cette soumission complète de la littérature historique aux exigences spécifiques d'un laboratoire scientifique témoigne de l'échec, vers la fin du XVIIe siècle, de toutes les tentatives visant à rationaliser l'histoire ou, plus précisément, à discerner dans l'histoire même cet ordre que l'on découvre en examinant le monde naturel. Fin de citation. Quant à Ferrérol, après une analyse de quelques œuvres historiques, mais aussi politiques, théologiques et littéraires du XVIIe siècle, il conclut une étude consacrée à la philosophie d'histoire sur un curieux paradoxe. Je le cite. « Tous ou presque, du moins avant la fin du siècle, reconnaissent ou font semblant de reconnaître le gouvernement de la Providence. » Fin de citation. Alors que se constituerait parallèlement, je poursuis, une science historique indépendante retranchée sur les causalités naturelles. Fin de citation. Et s'il se pose en d'autres termes, le problème reste entier au XVIIIe siècle, car pour Diaz, ce qui fait l'unité de l'historiographie des Lumières, c'est précisément la tension qu'elle maintint entre, d'une part, la volonté d'émettre un jugement rationnel sur l'histoire et, d'autre part, l'établissement positif des faits. Pour Ryle, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le lien entre la science et l'historiographie n'était pas seulement d'ordre épistémologique, mais aussi de nature rhétorique. Comment se concilier dans l'ordre de discours narration et compréhension des structures? Pour Ryle,
le modèle explicatif proposé par Buffon dans son Histoire naturelle, puis par ses confrères savants, fournit une conception nouvelle de la réalité. Dans l'historiographie elle-même, il s'est dès lors agi de pouvoir exposer comment une situation donnée dans le passé résultait de la conjonction de facteurs complexes. La notion de rupture épistémologique qui apparaît chez Christophe Pomian, Capobianco et collaborateurs et Reid, nous conduit tout naturellement à cet ouvrage fondateur de Michel Foucault que sont Les mots et les choses. Je rappelle que cet ouvrage date de 1966. Du XVIe au XIXe siècle, il étudie les conditions de possibilité d'émergence des connaissances qui définissent un champ épistémologique. Ce qui permet l'épistémé classique, qui prend forme au milieu du XVIIe siècle, c'est d'abord le rapport à une connaissance de l'ordre. Cet ordre ouvre la voie aux identités et aux différences successives. Dès lors, l'historien posera pour la première fois, selon Foucault, un regard minutieux sur les choses elles-mêmes. Mais il faudra attendre le XIXe siècle, avec la seconde rupture fondamentale de la culture occidentale, pour que l'histoire devienne le lieu privilégié d'observation du réel. La démarche de Hayden White, dans son livre Meta-History, qui porte pour sous-titre The Historical Imagination in 19th Century Europe, publié en 1973, s'apparente à celle de Michel Foucault. Selon Hayden White, l'élément métahistorique dans les œuvres des grands écrivains est à la base de leur philosophie de l'histoire. L'historien américain postule 4 principaux modes de conscience historique sur base de la stratégie tropologique qui informe chacun d'eux. C'est ainsi qu'il décrypte l'ordre des sciences humaines comme les phases d'un développement archétypal de la rhétorique. Le XVIe siècle représente la projection épistémologique du trope de la métaphore, une méthode régie par le principe de la similarité et de la différence. Le XVIIIe siècle, quant à lui, projette la métonymie. Le XIXe cherche ensuite à comprendre l'ensemble de la science antérieure à travers les mouvements synecdotiques. Et enfin, le XXe siècle ruine dans l'ironie l'ordre qui précède. Très séduisant ce décodage des savoirs conduit, comme la périodisation proposée par Michel Foucault, à une théorie formelle de l'histoire qui, si elle se vérifie dans des cas importants, paraît néanmoins sujette à caution par son caractère réducteur et semble parfois plus brillante que toujours présente dans les textes. Dans cette introduction, je conclus, dans cette introduction au colloque sur les pratiques et concepts de l'histoire, 16e, 18e siècle, que j'ai organisé donc avec ma collègue Chantal Grel, seules quelques questions ont été envisagées. Ces interrogations ont donné lieu à des réponses diverses et nourri bien des controverses. Comme les autres sciences, l'histoire de l'historiographie progresse grâce au labeur des érudits modernes, mais aussi, et peut-être surtout, grâce au regard neuf qui est porté sur des objets anciens. Ce sont les découpages nouveaux des savoirs et, corrélativement, les mises en relation de phénomènes considérés antérieurement comme hétérogènes, les uns par rapport aux autres, qui permettent l'émergence de synthèses nouvelles. Plus que tout autre historien, l'historiographe est pris entre, d'une part, son désir de singulariser son objet d'étude, et donc de trouver des ruptures dans le passé, et d'autre part,
son sens du relatif qui l'incite toujours à la prudence et souvent même au scepticisme quant à l'utilité de son activité. Car il sait qu'il n'est lui-même qu'un maillon d'une chaîne et que ses explications, au moment même où il les formule, sont déjà devenues des objets d'histoire. Cependant, ces explications sont porteuses de sens et cette donnée justifie à elle seule son travail et sa réflexion. Je remontre peut-être le volume des actes du colloque Pratique et concepts de l'histoire en Europe, 16e-18e siècle. Et je vais peut-être reprendre la table des matières. Donc, après mon introduction, qui était suivie d'une chronologie et de bibliographie assez importante, il y a eu une communication de Myriam Yardeni sur historiographie et périodisation d'histoire au XVIe siècle, de Ruth Whelan, un travail d'Hercule critique et histoire chez Gabriel Naudet, de Carlo Borghero, Les philosophes face à l'histoire, quelques discussions sur la connaissance historique au XVIIe et XVIIIe siècle, de Blandine Barré-Krigel, Don Mabillon, brève réflexion sur quelques règles de l'histoire, de Dubuis, Les bénédictins d'Espagne devant les fausses chroniques, de Maria Donzelli, Vico ou l'anticartésianisme historique, de Badir, Humanité, philosophie, d'histoire, le discours historique chez Bossuet, Rollin et Voltaire, de Daniel Droix, Rousseau, Herder, Origine des langues et violence des siècles, de Maas, Recherche sur les Gaulois et le sentiment national en France au XVIIIe siècle, de Schwark, Turgot, philosophe de l'histoire, de Luciano Guerci, Condillac entre histoire et politique, de Laudin, Changement de paradigme dans l'historiographie allemande, les origines de l'humanité dans les histoires universelles des années 1760-1820, de Poussin, La conscience de l'histoire dans la pensée architecturale en France au XVIIIe siècle, et de Pedridou, Enseigner l'histoire de l'architecture à l'école des beaux-arts à Paris au début du XIXe siècle. Les conclusions étant tout à fait logiquement rédigées par Chantal Grel, qui avait pris l'initiative de rassembler les chercheurs sur le sujet, donc concept et pratique, donc pratique et concept de l'histoire en Europe. Je vais peut-être vous montrer quand même, il me semble que c'est la moindre des choses que de lui faire honneur, parce que Chantal Grel a publié 3 ans après la publication des actes du colloque un ouvrage important intitulé L'histoire entre érudition et philosophie, donc ça rentre tout à fait dans le propos de ce jour, Études sur la connaissance historique à l'âge des Lumières, publié aux presses universitaires de France. J'ai dit